que M. Sassou est à son premier forfait. Dans ce cadre-là, il n'est pas à son premier forfait. Parlez-nous-en alors. Et oui, M. Perret, il n'est pas à son premier forfait. Les gens donnent l'impression que c'est la première fois que ça arrive. Non, peut-être que de par la nature des relations et par la nature des accords, ça semble faire comprendre à tout le monde que ce serait pour la première fois. Mais il n'est pas dans son premier forfait. Et je vais vous en citer pour exemple. Prenez le mode opératoire de M. Sassou. Jusque-là, vous comprendrez qu'en réalité, il n'est pas à son premier forfait. Je vous donne le premier exemple. L'affaire du 4 mars. Les gens vont se poser la question, mais c'est quoi l'affaire du 4 mars? L'affaire du 4 mars, c'est les explosions de Mpila. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts. Ensuite, M. Sassou a construit sur l'espace où il y avait des habitations. Où sont partis ces habitants-là? Pour certains, certainement enfouis sous terre. Pour d'autres, ils sont partis. Il a réapproprié les biens immeubles d'autrui, donc la terre, d'une certaine façon. Pour ceux qui parlent de Makamba Mabele, ben, évidemment, Mpila, qu'on le veuille ou non, c'est la terre. Il y a des gens qui ont vécu là depuis fort longtemps et qui ont perdu cette terre-là. Du fait de quoi? Du fait des crimes commis par M. Sassou. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le premier forfait. Ils ont perdu et la vie et la terre. Donc, M. Sassou procède toujours comme ça, évacuer, éliminer le maximum des gens, les terres deviennent vides et donc sans vie, pour ensuite arriver à l'opération qui est la vente. Au plan interne, si vous prenez la situation du 4 mars, c'est exactement la même chose. Donc, vous êtes en train de dire, maître, qu'il a reconstruit sur cette zone, question d'effacer en fait les traces, c'est ça, Exactement. Donc, le but, pour effacer la c'est scène d'abord, du crime. voilà, vous avez deux objectifs là-dedans. On efface la scène du crime, il en devient propriétaire et personne ne va demander ce qui se passe. Or, si nous devons saluer à peu près l'initiative du PCT, que je trouve certainement la démarche est peut-être à féliciter, mais la première des choses qu'il aurait fallu faire, c'est par exemple dans l'affaire du 4 mars. Que sont devenus ces gens-là? Que sont-ils devenus? Et où est passée leur terre? Est-ce que les Congolais, aujourd'hui, avec cette démarche-là, avec l'expression et les explications que je vais donner, vont comprendre que les enjeux de la terre ne commencent pas avec ces accords-là. Les enjeux commencent déjà au plan interne, à l'expropriation par le crime de M. Sassou sur les terres, pour ne prendre que le cas des explosions de Mpila. Et ceci Et lui donc, permet donc quel est le de lien, quel est le lien qu'on peut faire, pardon, maître, quel est le lien qu'on peut faire entre les événements du 4 mars et actuellement la problématique sur les terres à concéder ou à céder au Rwanda? très bien. Le lien maintenant, c'est lequel? À partir du moment où vous avez compris qu'il s'agit de faire disparaître des traces une fois qu'il a récupéré les terres, mais vous pensez que les accords du Rwanda nous amènent à quoi? Les terres qui sont en train d'être vendues donc au Rwanda ont quel but? Je vais vous dire une chose, quelle est la difficulté? Et c'est cela peut-être que les gens ne perçoivent pas, mais notre peuple a bien compris au-delà de la simple vente en réalité, il s'agit d'une réaction à la relation atavique qui existe entre l'homme et la terre, entre tous ceux qui sont partis et notre terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? En vendant ces terres au Rwandais, mais il fait disparaître quoi? Il y a des charniers sur ces terres-là. Il y a des charniers sur ces terres. Il y a des fosses communes sur ces terres-là. Si jamais c'est vendu et que c'est approprié par les Rwandais, êtes-vous sûr, dans la perspective de ce que nous pensons, nous, à travers la révolution par le droit, qu'il faille ouvrir des informations judiciaires? Si cela est fait, est-ce que vous pensez que vous retrouverez encore les charniers? Est-ce que vous retrouverez les fosses communes? Mais je vais encore aller plus loin. Quand je fais la relation entre les explosions de Mpila et tout ce qui s'est passé, mais dans l'affaire de la terre, même si c'est minime, mais prenons ça comme symbolique, est-ce que nous retrouverons le corps de Massamba Deba, par exemple, si ces terres sont vendues? Est-ce que vous comprenez les enjeux? Les enjeux ne sont pas simplement parce qu'il faut vendre, mais il faut faire disparaître toutes les traces susceptibles de montrer que des crimes ont été commis.
Et vous voyez bien, et pour faire simple à peu près, M. Perrin, si ces terres-là qu'on est en train de vendre étaient des terres exploitées depuis longtemps, un exemple simple, pourquoi on n'a pas fait l'appel d'offres, par exemple? On aurait pu faire l'appel d'offres interne et l'appel d'offres international pour savoir qui éventuellement peut reprendre ces terres-là. Éventuellement. Pourquoi ils n'ont pas fait? Et on se retrouve avec des accords que nulle personne, hein, en tout cas au regard de ce que je suis en train de voir, je ne pense pas que ces accords-là soient des accords qui soient capables d'être publiés. C'est pour ça que c'est des accords secrets. Si c'est des accords secrets. Pendant que vous le dites, et évidemment, disons ce qui ressort d'ailleurs de la réunion que le PCT a organisée avec le gouvernement Anatole Colinet Makosso, si on appelait ça comme ça, il ressort tiré, voilà, je mets ça au conditionnel, que finalement, même Anatole Colinet Makosso lui-même apparemment n'en sait rien des accords en dehors, voilà, du bruit qu'il fait autour. En tout cas, il n'a peut-être pas la maîtrise de ces accords selon les informations qui nous ont été remontées. Et donc, tout à l'heure, vous étiez en train de dire le choix, en fait, ce que vous étiez en train d'expliquer, pourrait justifier d'ailleurs le choix de ces zones. Pourquoi on a pris le Poul, la Bouenza et le Niari, et vous dites c'est pour faire disparaître les traces. Encore les scènes de crime, c'est ça. Exactement, des scènes de crime. Parce que si ces terres sont vendues, plus personne, éventuellement, si des enquêtes doivent être menées, personne ne saura qui éventuellement a été l'auteur des crimes, si jamais on les découvre. Mais ça peut être aussi le moyen de faire en sorte qu'on fasse disparaître toutes ces preuves-là. Et donc, de ce point de vue, ça sous-sortira, sauf comme n'ayant jamais commis des crimes. Mais je peux encore aller plus loin, M. Perrin, sur ces terres. Permettez-moi de vous dire que là, si le peuple se lève sur ces terres-là, parce que des crimes ont été commis, notre peuple est en train d'exposer par là le refus de crimes et des crimes impunis. Mais je peux encore aller plus loin. Mais M. Perrin, imaginez que ces terres soient des terres riches, qui produisent donc la richesse. Que veut nous faire M. Sassou? Nous priver de nos richesses. Mais d'ailleurs, pendant que Donc, vous le dites, il y a d'ailleurs une cartographie qui a été réalisée sur les richesses, évidemment, du sous-sol de ces terres. Aujourd'hui, cela existe. La preuve, c'est que vous avez des exploitations, mais je ne sais pas comment appeler ça, et on a vu, hein, des éléments existent, des autorisations d'exploitation de l'or, du diamant et d'autres minéraux bon, qui malheureusement ont été accaparés par la famille Aubapierre. Et cela veut dire qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Et donc, si je vous ai compris, ce qui s'est passé entre 1998 à 2000, qui s'est oui, répété en 2016, entre 2016 et 2018. On parle de génocide. Et puisqu'il y a eu, évidemment, on a rasé des centaines de villages, on a coupé les arbres fruitiers, probablement pour éviter que les gens y repartent. Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant des étapes dans un projet finalement d'occupation de ces zones pour bien les raisons sûr. que vous venez d'évoquer? Oui, mais bien sûr, M. Perrin, vous le dites avec tellement d'intelligence et de clarté que je n'ai pratiquement rien à ajouter. C'est exactement, l'ambition, c'est celui-là. Parce que sinon, pourquoi avoir, et vous voyez bien que là, il y a le lien avec le 4 mars. On détruit de l'autre côté, on exécute, on fait disparaître des populations et on occupe les terrains. Les terrains deviennent, comme qui dirait en matière de droit, des res nullus, c'est-à-dire des terres sans propriétaire. Et si ces terres deviennent son propriétaire, il devient la propriété de M. Sassou, donc il peut en faire ce qu'il veut. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de changer. C'est que M. Sassou pensait qu'il pouvait commettre impunément des crimes, pouvait commettre des forfaits et arriver au sommet pour vendre les terres. Des terres qui finalement ne sont plus habitées parce qu'ils sont maintenant sans vie, sans âme qui vivent. Voilà pourquoi le combat actuel sur les accords ne doit pas simplement être un combat lié à la terre, mais un combat lié à deux, c'est-à-dire la vie qui doit être sacrée
et la Constitution de 92 consacre cela. La vie humaine, la personne humaine est sacrée, mais la terre aussi, de ce point de vue, conséquemment, devient sacrée. Et c'est ça qui est en train de justifier que le peuple aujourd'hui se lève. Et ils ont bien raison. Nous devons les soutenir, nous devons soutenir notre peuple dans cette perspective-là.